Chapitre 3 Lilydale. Vue d'ici, l'île ne ressemble pas du tout à ce charmant clair de lune tracé sur la carte. Elle est sombre, au relief accidenté et couverte d'une végétation luxuriante, dans laquelle ils vont devoir parcourir un bon bout de chemin avec un fort dénivelé pour atteindre l'endroit marqué par le prêtre, en espérant qu'il soit encore dans les temps. Jetant un coup d'œil sur la copie de carte, Artie, qui marche juste derrière Corvin, devient blême. Cette courbe de niveau là, on dirait un ancien symbole. Cela fait très longtemps que je l'avais pas vu. Tu dérailles, l'Irlandais, c'est la bibine qui parle. Riant avec ses hommes de la mine déconfite du matelot, Mira n'en regarde pas moins attentivement les courbes, dont le dessin lui rappelle effectivement quelque chose. Il y a fort à parier qu'elle saura bientôt quoi, de toute manière. Il faut se remettre en marche. Point de gloire sans péril. Il pénètre de pas à pas dans le dédale de troncs et de feuilles, entre évéas et calbassiers couverts de baies. La luminosité diminue encore sous le couvert des feuillages, et ils n'ont pas la partie facile. Les lianes cèdent devant les coups de sabre, mais ils luttent pour chaque enjambée avec les branches qui s'entrelacent en tous sens. La forêt, dans sa grandiose effervescence, ne les accueille qu'à regret. Mais quelle profusion de beauté et de vie! Les oiseaux innombrables chantent à tue-tête au-dessus d'eux, faisant bruisser et balancer les cris cimes. À terre, les petits rongeurs cavalent entre les racines, et de loin en loin les ailes chatoyantes des papillons s'agitent dans l'air humide de la fin de soirée. Ils rencontrent même le cours d'un ruisseau, frais et au lit bordé de mousse. Plus loin, d'énormes fleurs déploient leurs couleurs au milieu de la verdure, ajoutant une note claire à cette symphonie végétale. L'air embaume de fragrances sucrées et gourmandes. Affamés, les boucaniers se laissent tenter par des papayes bien mûres qui semblent attendre leur passage, et pour compenser, Mira leur fait presser le pas. Les 1000 parfums de cette forêt enchantée commencent sérieusement à l'écœurer. Un peu plus loin, ces hommes s'arrêtent à nouveau. Elle sent la colère lui monter aux joues en entendant les gloussements d'Ori et Artie qui se sont éloignés du sentier pour atteindre un figuier particulièrement odorant. Les deux ahuris semblent avoir découvert quelque chose d'extraordinaire, qui leur tire des petits cris de jouvencelles écervelées. Misère! S'attendant presque à trouver une licorne ou un oiseau de feu, elle rejoint les deux écumeurs des mers les plus lamentables que la terre ait portées. Bougre de pirate à la main, qu'est-ce que vous foutez? Capitaine, regardez, elle bouge! La créature est assise sur une souche, les jambes repliées dans ses bras, battant de ses longs cils à l'attention des visiteurs. Ils ont allumé une torche pour mieux profiter de leur découverte, et le regard de l'étrange jeune femme ne quitte pas la flamme, qui semble danser au fond de ses yeux, et emplit sa chevelure châtain de reflets dorés. Elle est vraiment petite, de la taille d'un enfant de 3 ou 4 ans, et menue, si frêle. Mira ouvre de grands yeux, et cache un sursaut en entendant le ricanement de Scar à côté d'elle, un son approchant le grondement d'un ours enragé en pleine rupture d'anévrisme. C'est peut-être la première fois qu'elle l'entend rire, ce bestiau-là. Enfin, c'est vrai que l'apparition a de quoi ravir. Légèrement vêtue, elle oscille doucement d'une jambe sur l'autre, avec une sorte de grâce hypnotisante. Tout à coup, les ailes membraneuses dans son dos s'animent, vibrantes de pourpre et de violet, et dans une poignée de battements, elles s'élèvent dans les airs, disparaissant de leur champ de vision. « Oh, elle est partie !» s'exclame Ori d'un air triste. « Qu'est-ce que c'était » demande Plume en rêvassant. « Je n'ai jamais vu d'aussi belle, dit Corvin, subjugué. Ça doit être ça qu'on appelle une fée, ajoute Artie, enfin connaisseur de contes et légendes. Le capitaine et son second échangent un regard sombre. Voilà qui explique la forme de la courbe de niveau. Elle ne paie pas de mine, vu comme ça, hein? Vraiment, Pan, tu crois qu'on peut continuer à ce rythme? On va perdre un temps précieux. Il vaut mieux ça plutôt que les énerver prématurément, tu sais bien. Mira secoue la tête, mais l'argument reste valable. Allez, Ori, Plume, on se secoue. La route est encore longue. Si je vous vois encore bâiller aux corneilles, je vous jure que vous allez servir de terreau aux palmiers. Leur déambulation dans la forêt gagnée par les ténèbres devient de plus en plus difficile, entre racines traîtresses et sol instable, sans compter les distractions constantes quand ils croisent d'autres envoûtantes apparitions aux ailes d'ange. Mira leur a bien interdit de s'approcher à moins de 10 pas, pour conserver un rythme raisonnable, mais ils sont immanquablement fascinés par ces êtres fantastiques. Les fées ne se lassent pas davantage, et ils en retrouvent toujours de nouvelles sur leur route, qui regardent les voyageurs passer avec un air parfois intrigué, parfois triste, avant de disparaître dans la pénombre. Ils leur jettent des fleurs, leur envoient des baisers pour les voir s'esquisser l'ombre d'un sourire, pour un simple regard. Quelques pas plus loin, ils manquent tous de se pâmer d'extase lorsque l'une d'elles improvise une petite danse sur un tronc. Ses longs cheveux ondulent autour d'elle, et ses jambes fines sont la quintessence de la délicatesse. La vision semble leur redonner du cœur, et sur un ordre sec de leur capitaine, ils repartent de plus belle.
Après une dernière montée abrupte, la nuit est tombée et le but tout proche à présent. Les sens acérés de Pan sont aux aguets. Ils n'ont toujours pas croisé les autres hôtes de Lilydale, et il devient vital de repérer leurs collègues le plus vite possible. L'équipage de Black Jack ne doit pas être loin, à moins qu'il ne soit tombé sur un os en chemin, ou peut-être sur l'autre compagnie. Quant à ces derniers, on ignore d'où ils viennent, ou depuis quand ils sont là, et il est possible qu'ils aient eu le temps de prévoir quelque chose trappe. Comme si cette île funeste n'était pas un désagrément suffisant en soi. Mira, quant à elle, s'attend à peu près n'importe quoi. Les signes ne sont pas très clairs, mais elle sent une présence sur cette île, une puissance sombre qui grandit à mesure qu'il s'éloigne du rivage. Au détour d'un groupe de dattiers, Plume repère des traces de piétinement, et elle enjoint sa petite équipe à moucher les feux et à redoubler de vigilance. Au détour de l'écran de végétation, ils aperçoivent finalement les torches de la bande rivale, mais quelque chose cloche dans leur attitude. Ils ne se méfient pas du tout, et les pirates de Mira parviennent à approcher sans éveiller le moindre soupçon. Fidèle à lui-même, Ori fait craquer quelques branchages, s'attirant des regards noirs. Mais rien ne se passe. Leur absence de réaction est pour le moins inattendue, mais les raisons en deviennent évidentes alors qu'ils découvrent la scène de plus près. Les pirates à la manque sont concentrés sur la petite douzaine de fées qui leur tournent autour, enchantés de cette vision, désarmés par leur sourire. Et l'éruption d'un capitaine pirate ne fait pas leur fait ni chaud ni froid. Jack lui-même garde le regard fixe et embrumé, charmé qu'il est par le déhanché de la nymphe qui plane juste devant lui. Le tableau a de quoi amuser, et Mira le grave dans sa mémoire. Puis, elle se retourne silencieusement pour faire signe à sa troupe de lancer l'assaut. Il faut savoir saisir ce genre d'aubaine dans le milieu. S'ils peuvent se débarrasser d'une partie de leurs concurrents... Seulement, ce ne sont pas des matelots à peu près disciplinés qui accourent derrière Pan. Ça ressemble plutôt à une bande de fous furieux, la passion brûlant dans leurs yeux, et leurs cris de haine et de jalousie ne laissent aucun doute. Ils sont complètement possédés par les étranges créatures de l'île, tout comme ces pauvres gens de Face. Bousculés par le gros Orignac, Mira se dégage de la curée alors que les sabres commencent à s'entrechoquer et les balles à pleuvoir. Heureusement qu'elle avait prévu sa protection et un contresort pour ce genre d'occasion. Tapie derrière les fougères, elle tire de sa besace la potion de clairvoyance qui devrait bien marcher en combinaison avec le sort de dissipation pour peu qu'elle arrive à mettre la main sur une de ces créatures. Ce n'est malheureusement pas si simple. Tout le monde court et se bat, les fées pas moins que les autres, envoyant de grands coups de bâton au visage de tous ceux qui passent à portée. Leurs cris stridents ponctuent la mêlée, acclamant chaque pirate tombé au combat, encourageant les autres à plus de déchaînement encore. Mira envoie même quelques-uns donner de grandes claques aux pauvres airs avec une force incroyable, qui les envoie rouler au sol. Elles n'ont plus vraiment l'air de ces êtres merveilleux et fragiles qui butinaient de fleur en fleur. Leurs visages ont à présent quelque chose de repoussant, la violence déforme leurs traits. Elle en repère une un peu à l'écart, s'approche en essayant de ne pas trop se faire remarquer, mais la fée l'aperçoit finalement et lui échappe des doigts au moment où elle allait attraper sa cheville. « Reviens là, petite punaise !»« Capitaine, en voilà une un peu plus docile !» Pan maintient fermement contre lui une créature au visage plein de contusions, mi-fée, mi-démon, qui crache et qui montre des dents, qu'elle a nombreuses et pointues. Mira sort son coutelas, soulagée. Un brin d'aide est bienvenu. Comment son second a-t-il pu résister à la frénésie de sang qui s'est emparée des autres? Il n'aurait quand même pas... Pan, tu t'es procuré une barrière de protection contre les envoûtements des dryades? Il lui sourit d'un air goguenard. Bien sûr, la même que toi. Tu me remercieras plus tard. D'effroi, elle manque de lâcher sa lame. Mais enfin, tu sais très bien que cette protection ne marche que pour les femmes. Quand tu es un homme, te préserve leur charme, ça les rend complètement maboule. Pan n'a pas l'air peu fier de son œuvre, et son sourire en coin fait bouillir les sangs de la capitaine. Elle réprime de vive lutte le désir féroce de lui envoyer son coup de poing dans la figure. Il recevra la récompense de son arrogance en temps utile. Approche cette fichue lumière que je vois ce que je fais. Contenant sa rage, elle finit de répandre le sang à la hâte sur le velin du contresort, et ajoutant quelques gouttes de la potion de clairvoyance. Au moment où la surface devient rougeoyante, elle glisse le sort sous les vêtements vaporeux de la fée, qui se met à hurler, prise de convulsions, avant de balancer le tout dans le chaos de la bagarre. Lorsque les créatures se mettent à se tordre dans des rugissements épouvantables, la rixe perd immédiatement de son intensité. Mira serre les dents. Le temps que le boucan se calme, les pirates, du moins ceux encore vivants, semblent émerger d'un rêve particulièrement intense, hagards et terrassés par un douloureux mal de crâne. La peine est salutaire, bien sûr. Il reste des corps à terre, et pour cela, aucun contresort ne peut plus rien. Elle reconnaît Artie au milieu d'une flaque de sang, ce qui diminue encore ses maigres effectifs. L'énorme Jack est assis contre une souche à quelques pas, assommé. Une énorme blessure orne son abdomen, mais elle ne saigne déjà plus, et semble cicatrisée à vue d'œil. Priant pour qu'il ne revienne pas trop vite à ses esprits, Mira jauge la troupe qui l'entoure. Ils semblent tous attendre qu'elle prenne la parole. Eh bien, il reste un problème à régler.
pointant le doigt vers son second, elle hurla à la ronde. « Cet homme nous a tous mis en danger. Il a agi pour lui sans penser une seconde au tort rendu au sien. »« C'est un menteur et un voleur, ajoute Scar. On en a marre de son fichu caractère. » Trois pirates s'approchent pour encercler Pan. Il le dévisage méchamment et grogne déjà dès qu'il esquisse un geste. Mira se félicite de tant d'enthousiasme. De son côté, Pan commence à se décomposer, sentant le changement de température. « Il faut que justice soit rendue, à l'instant !» L'assemblée s'agite. Ils ont tous leur idée sur la question. Les insultes continuent à pleuvoir, de plus en plus agressives, comme les aboiements d'une horde de chiens affamés. Mira sent monter en elle une vague puissante de violence, alimentée par le brasier de la meute qui envahit son être et submerge ses sens. Pan ne fait plus mine de bouger. L'âme encore au clair, elle l'attrape rudement par les cheveux et le met à genoux. Il se débat sans conviction, pendant qu'elle crie encore « Vous voulez sa tête ?» Une grande clameur lui répond, alors que tous les marins unissent leur voix « Ouais !» Cette fois, son prisonnier s'agite vraiment. La peur de la mort lui redonne de l'énergie, mais pas assez pour se dégager de la poigne de fer de son capitaine. Mira plonge son regard dans le sien, une lueur de folie dans les yeux, tout en positionnant sa lame. « Va au diable, Pan Ourgian !» D'un grand mouvement, elle sépare la tête du reste du corps et l'envoie rouler au sol. Elle libère sa respiration. La couleur rouge commence à refluer de sa vision. Elle regarde ses spectateurs, qui n'osent plus bouger ni ouvrir la bouche. « Si je suis capable de faire ça à mes amis, imaginez ce que je pourrais faire à mes ennemis !» Son cri hargneux s'élève dans la nuit comme une insulte à la face du monde. Et ce sont des hurlements de plaisir qui lui répondent. Elle voit les étincelles dans leurs yeux, leurs armes levées au ciel dans un regain d'énergie. « Suce à l'ennemi !» crie-t-il. « Pas de quartier !»